Bonjour les amis, bienvenue sur Math Drive officiel. Aujourd'hui avec le prof Cagoulé, on va voir c'est quoi la définition de la limite d'une fonction en un point. Avant tout cela, bien sûr on va voir c'est quoi une fonction numérique. Une fonction numérique c'est une fonction tout simplement qui démarre d'un ensemble de départ d de f obligatoirement inclus dans R, l'ensemble des réels, et qui va vers un ensemble d'arrivées grand F quelconque, obligatoirement inclus dans R. Alors bien sûr, le grand R ici, c'est l'ensemble des réels, des nombres réels. L'ensemble D de F, généralement noté domaine de définition de F, c'est-à-dire l'ensemble des points pour lesquels F est bien défini. On peut bien parler de F de X. Voilà. Donc, il faut aussi savoir que si la fonction n'est pas numérique, on ne peut parler de limite de fonction. Et toutes les fonctions ne sont pas numériques. On peut avoir des fonctions de fonction, des fonctions de vecteurs, des fonctions de personnes, des fonctions de ville, de capitale. À titre d'exemple, je peux définir la fonction qui, à chaque pays, associe sa capitale. Alors, dans ce cas-là, l'ensemble de départ de cette fonction serait l'ensemble des pays et l'ensemble d'arrivée serait l'ensemble des capitales. Alors, deuxième point à éclaircir, l'existence du petit r positif tel que l'intervalle x0 moins r, x0 plus r privé du singleton x de 0 soit inclus dans le D de f. Alors tout simplement, ça c'est le voisinage de x0, c'est-à-dire l'ensemble des points qui se trouvent aux alentours de x0. Comme vous pouvez le voir, si on pose la droite graduée et on met x0 plus r à droite et x0 moins r, alors l'ensemble en question, ce n'est rien d'autre que la zone hachurée en bleu que vous voyez sur l'écran. Bien sûr, le x0 peut ne pas être défini. C'est-à-dire, on peut ne pas parler de f de x0, mais on peut toujours calculer la limite de f en x0. C'est-à-dire qu'on peut calculer la limite de f en un point qui n'est pas défini, à condition que son entourage ou son voisinage soit bien défini. Donc ça, c'est la condition. Alors, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que au lieu d'écrire cet ensemble plusieurs fois, puisque c'est compliqué à réécrire, je vais poser v de x0 égale à l'intervalle x0 moins r, x0 plus r privé de x0. Bien sûr, l'intervalle ouvert. Comme ça, je n'aurai plus à réécrire cet intervalle. Définition. Alors, la définition, elle dit quoi? La définition dit que la limite de f en x0 est égale à L, ou alors on peut dire aussi que f de x tend vers L quand x tend vers x0, ça aussi c'est une autre manière de le dire, si, et seulement si d'ailleurs, quel que soit epsilon positif, il existe un alpha positif, tel que quel que soit x appartenant à v de x0, au voisinage de x0 si vous voulez, on est l'implication x moins x0 inférieur ou égal à alpha implique que f de x moins L en valeur absolue inférieur ou égal à epsilon. Alors le L bien sûr c'est la limite, la valeur de la limite. Le x0 c'est le point en lequel on calcule la limite. Et généralement x0 il appartient à l'ensemble de départ et le point L il appartient à l'ensemble d'arrivée. Et nous avons le alpha et le epsilon avec les quantificateurs cités auparavant. Quel que soit epsilon, et il existe alpha. Ça veut dire que pour un epsilon posé quelconque, c'est-à-dire pour n'importe quel epsilon, si vous voulez, il existe un alpha. C'est-à-dire pour epsilon égale à 15, il existe un alpha qui vérifie l'implication. Pour un epsilon égal à 1 milliard, il existe un alpha. C'est-à-dire que le alpha, il dépend de l'epsilon pris au préalable. C'est-à-dire que pour un epsilon posé quelconque, il existe un alpha qui dépend de cet epsilon tel qu'en est l'implication. L'implication, ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va voir ça plus tard dans l'application. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ait une implication à démontrer. On va toujours, quand on va devoir montrer la limite par la définition, on va parler de cette implication. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour démontrer qu'une
Proposition P implique une proposition Q. On suppose P vrai et on démontre que Q est vrai. Ensuite, on passe à l'application. Donc, sur l'application, nous allons introduire une fonction très très simple. Donc, c'est la fonction rationnelle f de x égale à 2x plus 1 sur x plus 1. Et on va essayer de démontrer que la limite de cette fonction au point 1 est égale à 3 demi. Alors pour cela, nous avons besoin déjà de démontrer l'inégalité de la question 1, parce que bien évidemment, on va l'utiliser dans la question 2. Sinon, c'est un petit peu plus compliqué, mais faisable d'ailleurs. Donc on peut faire directement la question 2 en essayant de trouver un alpha dépendant de epsilon pour que, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe ce alpha. Mais si on passe par la question 1, c'est plus simple. Donc le epsilon, plutôt le alpha, est bien facile à déterminer. Donc pour démontrer l'inégalité avec la valeur absolue, on va essayer bien sûr de jouer sur les intervalles. Alors on va d'abord, déjà on va déterminer le domaine de définition. Donc ici il faut juste que le dénominateur soit différent de 0, c'est-à-dire on enlève le point moins 1 de R. On prend un x appartenant à 0,1, c'est-à-dire sur la première moitié de 0,2. Donc c'est comme si on va travailler sur l'intervalle 0,1, puis sur l'intervalle 1,2. Alors pour 0,1, on a bien sûr la valeur absolue de x moins 1 est égale à 1 moins x, puisque x est inférieur à 1. On remplace dans l'inégalité f de x moins 3 demi inférieur ou égal à 1 demi x moins 1 en valeur absolue devient équivalent à f de x moins 3 demi en valeur absolue inférieur à 1 demi 1 moins x. Voilà. Voilà, on y arrive. Après, donc c'est équivalent à f de x moins 3 demi compris entre 1 demi 1 moins x à droite et moins 1 demi 1 moins x à gauche. Voilà. Équivalent à. Alors, on va essayer de développer davantage. Donc, c'est de l'analyse. Il faut savoir calculer. Donc, on développe, c'est 1 demi plus 1 demi x. Et f de x, on remplace par 2x plus 1 sur x plus 1, moins 3 demi, inférieur ou égal à 1 demi, moins 1 demi x. Tout simplement. Donc, c'est équivalent à. Alors, on met au même dénominateur. Du coup, sur le numérateur, on aura 4x plus 2 moins 3x moins 3. Compris entre moins 1 demi plus 1 demi x, 1 demi moins 1 demi x à droite. Voilà. Logique. Alors, on continue, c'est équivalent à. Alors, sur le numérateur, il reste x moins 1, le dénominateur 2 facteur de x plus 1. Donc, c'est toujours compris entre ces deux valeurs, 1 demi plus 1 demi x, 1 demi moins 1 demi x. C'est du calcul simple à faire. Voilà. Équivalent à. Alors, x moins 1, on va essayer de la décortiquer en deux terme x plus 1 moins 2. Bien sûr, pour simplifier le x plus 1 avec le dénominateur. Alors, ça nous donne, donc, c'est toujours compris entre les deux valeurs d'en haut. Et on divise. Alors, une fois qu'on divise, on aura 1 demi, puisque le x plus 1 va se simplifier avec le x plus 1. Moins 1 sur x plus 1, puisque le 2 va être simplifié avec le 2. Donc, équivalent à. Alors, au milieu, nous avons, alors déjà, moins 1 demi plus 1 demi x, inférieur à, alors, 1 demi plus, moins, pardon, 1 sur x plus 1. Inférieur ou égal à 1 demi moins 1 demi x. Voilà, équivalent à. Alors, on retranche 1 demi des trois termes de l'inégalité, la double inégalité bien sûr. Alors, du coup, on aura moins 1 demi et moins 1 demi, ça fait moins 1. Et de l'autre côté, 1 demi moins 1 demi, ça fait 0.
On multiplie cette inégalité par moins 2. Et du coup, on a moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Alors, je commence par le milieu. Ça fait 2 sur x plus 1. Puisque je divise par moins 2, eh ben, j'inverse l'ordre de l'inégalité, de la double inégalité. Du coup, le côté droit devient le côté gauche. Et ça fait moins 2 fois moins 1 demi, ça fait 1. Donc, ça fait x. De l'autre côté, ça fait 2 moins x. Et donc là, on va essayer de calculer les différences, les deux différences pour pouvoir prouver l'inégalité. Alors 2 sur x plus 1 moins 2 moins x, on met au même dénominateur, ça nous fait 2 moins 2x moins 2 plus x carré plus x. Voilà, ça fait x carré moins x sur x plus 1, ça fait x facteur de x moins 1 sur x plus 1 qui est négatif, puisque x est inférieur ou égal à 1. Voilà, donc pour l'inégalité de gauche, c'est prouvé. Voyons voir pour l'inégalité plutôt de droite, c'est prouvé. Voyons voir pour l'inégalité de gauche. X moins 2 sur x plus 1. Alors, je mets au même dénominateur. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est faisable. Donc, c'est x carré moins, plus x moins 2. On utilise le delta. Ça nous donne 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2, ça fait 9, ça fait 3 au carré. Du coup, on a deux racines. Il faut qu'on vérifie le signe sur l'intervalle 0,1. Alors, les deux racines, c'est moins 1, moins 3 sur 2, et moins 1 plus 3 sur 2. Voilà. Donc ça, c'est facile. Jusqu'à maintenant, c'est faisable. Alors, x égale à moins 2 ou x égale à 1. Voilà les deux racines. On met ça sur un tableau de variation, donc entre moins l'infini plus l'infini, alors que vraiment ce qui nous intéresse c'est entre 0 et 1. Alors les deux racines c'est moins 2 et 1. On met moins 2 et 1. Et si vous avez remarqué, le 0 il est juste entre ces deux racines. Alors ça s'annule en 1 pour le premier terme, ça s'annule en moins 2 pour le deuxième. Du coup on a moins, moins, plus, 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 moins. Et du coup, entre 0 et 1, la partie en bleu est négative. Voilà. Et du coup, on aura x inférieur ou égal à 2 sur x plus 1. Donc là, on a prouvé la double inégalité, mais seulement sur l'intervalle 0,1. Donc, quel que soit x appartenant à 0,1, 2 sur x plus 1 est compris entre x et 2 moins x, c'est-à-dire que, parce qu'on est passé tout à l'heure par équivalence, ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0,1, f de x moins 3 demi est en valeur absolue inférieure à 1 demi x moins 1. Et de la même manière, avec le même raisonnement et suivant la même méthode, on va démontrer aussi, je ne vais pas faire ça ici sur cette vidéo, mais vous pouvez le faire. Si jamais vous avez des soucis, vous pouvez mettre ça en commentaire. Je vous enverrai la correction. Donc on suit le même raisonnement, on démontre aussi que sur 0, sur 1, 2, pardon, on aura aussi la valeur absolue de f de x moins 3 demi est inférieure ou égale à 1 demi, valeur absolue de x moins 1. Voilà, très bien. Conclusion, quel que soit x appartenant à 0,2, bon là j'ai fermé les intervalles, ça ne change rien, pardon, donc f de x moins 3 demi inférieur ou égal à 1 demi x moins 1. Question 2. En utilisant la définition, montrez que la limite de f de x quand x tend vers 1 égale à 3 demi. Pour cela, nous allons bien sûr utiliser la définition de la limite d'une fonction en un point, la définition que vous voyez ci-contre, en utilisant bien sûr les epsilon et les alpha. Et aussi, on va utiliser l'inégalité qu'on a démontrée juste dans la question 1. Voilà, donc il va falloir démontrer bien sûr que quel que soit epsilon positif, il existe un alpha positif qui dépend de cet epsilon,
tel que quel que soit x au voisinage de 1, on est l'implication x moins 1 inférieur à alpha implique que f de x moins 3 demi est inférieur à epsilon. Pour cela, on va prendre un epsilon positif quelconque et un x appartenant au voisinage de 1. Voisinage de 1, si vous préférez, l'intervalle 0,2 par exemple. Ici, on prend le voisinage de 1 égal à l'intervalle 0,2. Voilà. Donc, comment on va procéder? Donc, c'est très clair que le alpha doit être égal à 2 epsilon. Parce que, comme vous voyez dans l'inégalité, la valeur absolue de x moins 1 est supérieure ou égale à la valeur absolue, avec un demi, est supérieure ou égale à la valeur absolue de f de x moins 3 demi. Donc, f de x moins 3 demi en valeur absolue inférieure à 1 demi, valeur absolue de x moins 1, d'après la question 1. Et si on prend alpha égale à 2 epsilon, alors si x moins 1 en valeur absolue inférieure ou égale à alpha, donc ça c'est la première partie de l'implication qu'on va supposer vraie. Donc si la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à alpha, alors la valeur absolue de f de x moins 3 demi est inférieure ou égale à 1 demi fois 2 epsilon. Bien sûr, quand on remplacera. Et du coup, ça nous fait inférieur ou égal à 1 demi fois 2 epsilon. Et du coup, ça fait inférieur ou égal à epsilon. Donc, on a démontré l'implication. Pardon. Alors, pour un alpha égal à 2 epsilon et pour un epsilon quelconque, on a x moins 1 en valeur absolue inférieure ou égale à alpha implique f de x moins 3 demi inférieur ou égal à epsilon. Je pense que c'est clair. Pour un epsilon quelconque, on a trouvé un alpha dépendant de ces epsilon tel qu'on ait l'implication pour quel que soit x appartenant au voisinage de 1. Conclusion, quel que soit epsilon positif, il existe un alpha, en l'occurrence ici le alpha égale à 2 epsilon, quel que soit x au voisinage de 1, on ait l'implication x moins 1 inférieur ou égal à alpha implique f de x moins 3 demi inférieur à epsilon. On va refaire ça une autre fois, donc récapitulant si vous voulez. Comme ça va être clair pour tout le monde. Alors, pour epsilon positif quelconque, on a trouvé un alpha égal à 2 epsilon, tel que quel que soit x appartenant au voisinage de 1, l'implication x moins 1 inférieure à alpha implique que f de x moins 3 demi en valeur absolue inférieure à epsilon. Tout simplement, 1 demi valeur absolue de x moins 1, 1 demi fois 2 epsilon est inférieur ou égal à epsilon. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à 3 demi. J'espère que ça a été clair. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir la suite de ce chapitre des limites des fonctions et continuité. Merci.